Les politiciens ont accès à des informations que la plupart des gens n'ont pas. Et ils peuvent les utiliser pour gagner beaucoup d'argent. C'est illégal. Mais difficile à faire respecter. La question est, les législateurs peuvent-ils se contrôler eux-mêmes? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La présidente de la Chambre Nancy Pelosi est l'un des membres les plus riches du Congrès. Elle et son mari valent plus de 100 millions de dollars. Ses pantalons? Ils sont faits de queues de licorne. C'est pourquoi ils sont si puissants, et pourquoi ils existent dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pelosi a fait les gros titres récemment pour certains de ses achats d'actions. La semaine dernière, une déclaration financière a révélé qu'elle et son mari, Paul Pelosi, investisseurs en capital risque, ont acheté des options d'achat d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour des actions telles que Google et Disney. Une option d'achat vous permet d'acheter des actifs à un prix convenu avant une certaine date. Donc, techniquement, les Pelosi n'ont pas acheté les actions, mais ils ont acheté quelque chose de similaire. Le porte-parole de Nancy Pelosi a déclaré que ces achats ont été effectués par son mari et qu'elle ne possède pas d'actions elle-même. Donc, tout ce qu'elle fait est éthique, mais seulement en théorie. Techniquement, ils n'ont pas acheté les actions. Techniquement, elle ne possède pas d'actions elle-même. Techniquement, les licornes n'existent pas. Mais même si elle n'était pas directement impliquée, ce n'était pas une bonne chose. En effet, quelques jours avant ces achats, elle a insisté sur le fait que les membres du Congrès ne devraient pas être interdits de négocier des actions individuelles. Les membres du Congrès et leurs conjoints devraient-ils être interdits de négocier des actions individuelles pendant qu'ils sont au Congrès? Non, je ne le fais pas. Non à la deuxième question. Nous sommes une économie de marché libre. Ils devraient être en mesure d'y participer. C'est moi, ou elle semblait paniquer à l'idée de perdre les millions qu'elle gagne avec les actions? Si elle les abandonnait, elle devrait survivre avec son seul salaire. Et la fortune que son mari tire de son capital risque et de ses investissements immobiliers. Oh, l'humanité! Pelosi a été critiquée pour sa position et voici pourquoi. De par leur travail, les membres du Congrès ont accès à des informations que la plupart des gens n'ont pas. Et c'est une bonne chose, car ils ont besoin de ces informations pour prendre des décisions importantes qui affectent le pays. Mais ce n'est pas une bonne chose quand ils utilisent ces informations pour leur profit personnel. Et par profit, j'entends l'utilisation de ces informations pour vendre des actions d'une entreprise dont ils savent qu'elle va subir un revers, ou pour acheter des actions d'une entreprise dont ils savent qu'elle va recevoir un financement fédéral. C'est un peu comme jouer à cache-cache, mais en obligeant tout le monde à vous dire où il va se cacher en premier. Oui, c'est amusant pour vous, mais ce n'est pas très équitable pour tous les autres. Lorsque des personnes utilisent des connaissances qui ne sont pas à la disposition du grand public pour tirer profit de transactions boursières, cela s'appelle un délit d'initié, et c'est illégal. Dans des circonstances normales, les personnes qui commettent un délit d'initié s'exposent à des sanctions civiles de la part de la Commission des opérations boursières ou à des poursuites pénales de la part du ministère de la Justice. Même Martha Stewart a été condamnée à une amende de 195 000 $ et est allée en prison pour avoir fait obstruction à une enquête sur son délit d'initié. Bien que cela semble dur. Croyez-nous. C'est une bonne chose. Et ces règles s'appliquent aussi aux membres du Congrès. Techniquement. Le Congrès a adopté la loi sur l'arrêt des transactions sur la base des connaissances du Congrès, ou la loi sur les actions en abrégé, en 2012 pour combattre les délits d'initiés parmi ses propres membres. La loi sur les actions était révolutionnaire, et pas seulement parce que c'est l'un des acronymes les moins mauvais que le Congrès ait jamais inventé. La loi sur les actions oblige les législateurs et leurs familles proches à divulguer publiquement leurs opérations boursières à une base de données dans les 45 jours suivant la transaction. Les membres du personnel de haut rang du Congrès sont également tenus de divulguer leurs transactions boursières en raison de l'influence qu'ils exercent. Mais 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi, personne n'a été poursuivi en vertu de celle-ci. Et ce n'est pas parce que tout le monde au Congrès a vraiment bien suivi cette loi. Non, c'est parce que cette loi a été aussi efficace que d'utiliser un mirliton pour chasser les lions des montagnes. Maintenant, si vous vous demandez, il n'y avait pas un membre du Congrès de New York qui a été condamné pour délit d'initié?
Oui, le représentant Chris Collins a été accusé en 2018 de délit d'initié et de mensonge au FBI et a ensuite été condamné à 26 mois de prison. Mais c'était en raison de sa position au conseil d'administration d'une entreprise, pas en raison de sa position au Congrès. Ce qui ne fait que soulever la question, les membres du Congrès peuvent siéger au conseil d'administration d'une entreprise pendant qu'ils sont au Congrès? Oui, c'est autorisé. C'est comme jouer à cache-cache, et non seulement vous obligez tout le monde à vous dire où ils se cachent, mais vous créez aussi toutes les règles vous-même. Je commence à penser que les membres du Congrès ne jouent pas franc jeu. Et après cette courte pause, je parlerai des membres du Congrès qui semblent avoir violé la loi sur les actions, non pas pour des délits d'initiés, mais d'autres façons. Bon retour parmi nous. Business Insider a passé des mois à enquêter sur les membres du Congrès qui ont potentiellement violé la loi sur les actions dans un projet appelé « Congrès en conflit ». Selon Business Insider, 13 membres du Congrès ont gravement enfreint les exigences de déclaration de la loi Stock Act, tandis que 115 l'ont fait à un degré moindre. Je sais que c'est choquant. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Mais ce n'est qu'au cours des 2 dernières années, et ce ne sont que les cas qui ont été signalés aux responsables de l'éthique. Il pourrait y en avoir d'autres qui n'ont jamais été signalés. Ce classement est basé principalement sur la rapidité avec laquelle les législateurs et leur personnel ont signalé leurs activités commerciales. Mais il inclut également des éléments tels que le fait qu'ils aient négocié des actions individuelles ou qu'ils aient utilisé une fiducie sans droit de regard, ou encore la lisibilité de leurs documents. Certains membres ont soumis des déclarations financières manuscrites. Ouais, des divulgations manuscrites. L'âge médian de la Chambre est de 59 ans. L'âge médian du Sénat est de 65 ans. Ne leur demandez pas de remplir une feuille de calcul Excel. Alors, avec quel retard ces législateurs et leur personnel ont-ils soumis leurs déclarations? Cela va d'un jour de retard à 4 ans de retard. Pour être juste, ce sont des membres du Congrès dont nous parlons. Ils étaient probablement occupés à ne rien accomplir du tout. Il faut beaucoup de temps pour être aussi impressionnamment inefficace. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils n'ont pas rendu leur déclaration à temps, les membres du Congrès et leur personnel offrent des excuses, y compris l'ignorance de la loi, les erreurs d'écriture et les erreurs d'un comptable. Attendez. Donc, les gens qui font les lois prétendent qu'ils ne connaissent pas les lois? Génial. C'est comme aller chez un boucher, commander une côtelette de veau, et obtenir une chaussure de sport remplie de mousse à raser. Soit c'est malveillant, soit ils sont vraiment incompétents. Je ne peux pas dire ce qui est le pire. Et si les membres du Congrès ne font pas leur déclaration à temps, ils sont pénalisés, non? Eh bien, en quelque sorte. Ils doivent signaler les raisons de leur déclaration tardive au comité d'éthique de la Chambre ou du Sénat. Mais ils reçoivent généralement ce qui équivaut à une tape sur la main, comme une amende de $200. Et selon la raison, la taxe peut même être supprimée. Ce processus, cependant, n'est pas transparent. Il n'existe pas de registre public des amendes infligées aux membres du Congrès ou à leur personnel, des personnes qui les ont payées ou de celles qui ont bénéficié d'une dispense. En gros, c'est le cas classique de « nous avons enquêté sur nous-mêmes » et « dites-le avec moi maintenant ». Nous n'avons trouvé aucun acte répréhensible. Les législateurs et leur personnel travaillent en privé sur toute violation de la loi. Peu d'entre eux sont ouverts au public sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas divulgué leurs transactions boursières correctement ou comment ils ont travaillé pour résoudre le problème. Je suppose que la façon dont ils travaillent est la suivante. Tous ceux qui sont en faveur du maintien de ce train de gratification, dites « aïe ». Business Insider a obtenu ces données en utilisant un terminal informatique dans un bâtiment du Congrès à Washington, D.C., et en contactant directement les membres du Congrès ou leur personnel. Désolé pour tous les détectives en fauteuil, ce ne sont pas des choses que vous allez attraper depuis votre salon. Pour en revenir aux membres du Congrès qui négocient des actions individuelles, si cela n'est pas illégal, cela peut certainement créer l'apparence d'un conflit d'intérêts. Par exemple, en analysant leurs déclarations, Business Insider a découvert qu'au moins 75 législateurs achetaient et vendaient des actions dans des entreprises fabriquant des vaccins, des traitements et des tests Covid. Mais il ne s'agirait d'un conflit d'intérêts que si les vaccins, les traitements et les tests étaient imposés au public par les politiciens. Heureusement, ce n'est pas le cas.
Le sénateur Richard Burr, président de la commission sénatoriale du renseignement, a dû faire face à des réactions négatives lorsqu'il a été révélé que lui et son beau-frère avaient vendu des actions juste avant la chute du marché en mars 2020. Vous savez, quand l'heure de Corona a commencé. Et ce, bien qu'il se montre optimiste quant à la réponse de l'Amérique à la pandémie. Il a écrit dans un éditorial que « Les États-Unis sont aujourd'hui mieux préparés que jamais à faire face aux menaces émergentes pour la santé publique, comme le coronavirus ». C'est comme si un propriétaire affirmait que son immeuble était parfaitement sûr pour résister à un ouragan, tout en rangeant toutes ses affaires dans un camion de déménagement. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle sur Burr, mais la close après quelques mois seulement. Cependant, il fait toujours l'objet d'une enquête de la part de la Commission des opérations boursières, et il n'est pas le seul à être accusé d'hypocrisie. Le représentant démocrate Tom Malinowski a déclaré publiquement que personne ne devrait tirer profit de la vente des remèdes Covid. Ce n'est pas le moment pour quiconque de tirer profit de la vente de ventilateurs, de vaccins, de médicaments, de traitements, d'épis, où que ce soit dans le monde. Pourtant, alors que la pandémie se propageait, il a acheté ou vendu des actions dans des entreprises traitant de la pandémie de coronavirus pour un montant d'1 million de dollars. Et il a omis d'en divulguer une bonne partie. Bien sûr, il a dit à tout le monde de ne pas investir là-dedans. C'est parce qu'il voulait ramasser toutes les actions pendant qu'elles étaient basses, et les vendre quand elles étaient hautes. Ce n'est pas un hypocrite. C'est un hypocrite astucieux. Malinowski a dit que son courtier s'occupait de toutes ses décisions de trading et qu'il était complètement retiré du processus. Mais il a reconnu ne pas avoir rempli ses déclarations financières à temps. Je pense que je devrais investir dans les bus vu la fréquence à laquelle les politiciens jettent leurs courtiers et leurs comptables sous leurs pieds. Les politiciens n'ont pas été hypocrites face au Covid. Ceux qui sont salués comme des champions de l'environnement ont personnellement injecté de l'argent dans des entreprises qui dépendent des combustibles fossiles, comme ExxonMobil, BP et Shell. Les défenseurs de la limitation des cigarettes et des vapes investissent discrètement dans les géants du tabac. Les détracteurs de Big Tech investissent discrètement dans les grandes entreprises technologiques. Et les défenseurs des animaux achètent des pantalons faits de queues de licorne en voie de disparition. Comme je l'ai dit, ce n'est pas illégal, mais cela semble créer un conflit d'intérêts, c'est pourquoi certains soutiennent que les membres du Congrès ne devraient pas du tout pouvoir négocier des actions individuelles. Alors pourquoi n'adoptons-nous pas des lois dans ce sens? J'y reviendrai après la pause. Nous sommes de retour. Une analyse de l'Association financière de l'Est a révélé que certains membres puissants du Congrès obtenaient de bien meilleurs résultats que le marché avant l'adoption de la loi sur les actions. Cela suggère qu'ils utilisaient leur accès à des informations confidentielles pour obtenir un avantage et qu'ils réalisaient ainsi d'énormes profits. Pourtant, l'un des problèmes de la réglementation dans ce domaine est qu'il est difficile de prouver que les politiciens commettent des délits d'initiés. Les experts juridiques affirment que les affaires de délits d'initiés sont exceptionnellement difficiles à poursuivre car elles exigent de prouver définitivement que quelqu'un a agi sur la base d'informations non publiques. Cela dépend de la démonstration de l'intention, ce qui est une charge élevée. Ce n'est pas comme si, pendant que les gens commettent un délit d'initié, ils s'enregistraient en chantant une chanson intitulée « J'aime les délits d'initié ». Même s'ils le faisaient, ils pourraient dire qu'ils n'étaient pas en train de commettre un délit d'initié, mais qu'ils se préparaient juste pour leur audition sur la voie des cols blancs. Cela pourrait expliquer pourquoi personne n'a encore été poursuivi en vertu de la loi sur les actions. Et c'est pourquoi beaucoup, à gauche comme à droite, disent qu'il est temps d'interdire complètement les opérations boursières au Congrès. Pour être clair, la plupart des personnes qui s'opposent à ce que les membres du Congrès négocient des actions sont contre le fait qu'ils négocient des actions individuelles. La plupart seraient d'accord pour que les politiciens placent leur argent dans un trust aveugle ou un fonds diversifié. Cela éviterait certainement à de nombreux comptables et courtiers de devoir prendre plusieurs bus. Peut-on donc faire pression sur le Congrès pour qu'il adopte une loi qui lui interdit de négocier des actions individuelles? Peut-être bien. La loi sur l'interdiction des transactions conflictuelles, a été introduite à la fois à la Chambre et au Sénat avec un soutien bipartisan. Elle interdirait aux membres et aux hauts fonctionnaires du Congrès d'acheter ou de vendre des actions individuelles, ainsi que de siéger au conseil d'administration d'une entreprise pendant leur mandat. Mais les projets de loi, qui ont été présentés en mars dernier, ne bénéficient pas d'un soutien massif. À la Chambre, le projet de loi a 22 coparrains, tandis qu'au Sénat, il n'en a que 3. Je sais, c'est choquant.
Je pensais qu'il y en aurait beaucoup moins. Alors, pensez-vous que le Congrès sera prêt à s'autodiscipliner comme il l'a fait avec la loi sur les actions, ou pensez-vous que ces projets de loi sont voués à l'échec? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/americauncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.